une dérive à ce moment-là. Donc, donc ici, vous voyez donc cette carte de la Bourgogne. Donc c'est très important de comprendre comment Erasme et cette faction-là, en fait, qui a eu réellement un début d'État-nation qui aurait pu devenir une des plus grandes puissances du monde, puisque c'était le plus développé, le plus peuplé et le plus avancé dans énormément de domaines. Donc là, vous avez Marguerite d'Autriche, et ça, c'est donc le palais de... Nous avons été le visiter, parce qu'aujourd'hui, c'est la cour de justice donc de Malines, qui s'est installée dans les bâtiments. Vous pouvez aller visiter à Malines la cour, la cour. Vous pouvez entrer dans la cour en semaine. Donc, c'est une photo que j'ai pu faire de ce bâtiment. Et donc, Marguerite d'Autriche à la cour, elle est favorable à Erasme. Elle amène Dürer à inviter chez elle. Elle a les tableaux de Van Eyck. Elle est dans la musique, dans la culture. Elle essaye de gérer les Habsbourg et les Bourguignons. Mais son cœur est du côté des Bourguignons. Disons, cette impulsion de l'État-nation naissant. Bien qu'elle perd, bien sûr, malheureusement, elle perd donc la bataille. Là, vous avez une idée. Alors là, j'ai essayé de résumer un peu ce qu'on peut dire donc d'Erasme, puisque souvent il est présenté. En fait, nous avons une contact qui nous dit oui, mais Erasme, c'est très très bien. Le problème, c'est que c'est un idéaliste. C'est pour ça qu'il a, raté. pour ça qu'il a échoué. Parce qu'il est vrai qu'après Erasme, il y a les guerres de religion. Erasme s'est battu bec et ongle contre, pour éviter qu'il y ait ces guerres de religion. Et finalement, on pourrait dire que nous, en tant que peuple de cette région, nous n'avons pas vraiment été à la hauteur de son message. Et donc, c'est pas lui qui a échoué, c'est plutôt nous qui avons échoué. Alors, homme d'action, donc réseau de correspondants, 20 minutes par jour, ça j'ai déjà dit. Erasme est appelé à conseiller les gouvernements. Partout, il refuse de devenir conseiller officiel. François Ier l'appelle, il dit non, parce que si je me mets avec la France, on va dire que je suis contre l'Allemagne. Il est appelé en Allemagne, il dit non, je ne peux pas aller en Allemagne, etc. À la fin, on essaie de l'acheter, on dit mais on te fait cardinal, mais bon, tu t'arrêtes de raconter une connerie. Non, merci. Donc tout le temps, il conseille le gouvernement, mais il n'accepte jamais en fait une position officielle. Ensuite, bon, ça je ne vais pas le développer ici, c'est toute la bataille autour de la Ligue de Cambrai contre Venise. Donc Venise est le grand, avec Rome, le grand centre financier de l'époque. Et il y a un certain nombre de gens qui ont déjà à l'époque tenté donc de mettre Venise en échec. Et en fait, il y a des indications qui montrent qu'Erasme, soit il était réellement lui-même dans le coup, soit il était parfaitement au courant comment les choses se préparaient. Il y a donc sa bataille contre la guerre, surtout qu'à l'époque, les gens évoquaient, ils disaient bien sûr, il faut seulement faire les guerres justes, mais moi, évidemment, ma cause est juste, puisque c'est moi. Donc, si moi je vais en guerre, j'ai raison. Donc, il y a une très forte argumentation de démolir, quand même, de dire guerre juste, oui, d'accord, peut-être, mais il faudra quand même encore réfléchir un peu avant. C'est pas une chose qu'on déclare à la légère. Et donc, son arme, bien sûr, c'est l'éducation. Donc, et il part de l'idée qu'on ne peut pas laisser la beauté de l'idéal de l'évangile ou des belles lettres de l'Antiquité, on ne peut pas laisser ça dans les tiroirs ou entre les mains d'une petite caste de grands prêtres de la connaissance et du savoir, qu'il faut absolument rendre ça possible, disponible à un maximum de gens. Donc il écrit le manuel du soldat chrétien, qui en fait est complètement basé sur Platon et sur l'idée de la République de Platon. Il va donc travailler une réédition du Nouveau Testament, parce qu'évidemment, à force de traduction et de copiage, il y a de plus en plus d'erreurs qui sont introduites dans... Et il y a toute une superstition religieuse autour des interprétations diverses et avariées de la Bible. Donc il va écrire l'éloge de la folie, que vous avez maintenant tous lu. Sinon vous n'aurez pas osé venir.
C'est pour ça qu'il y a si peu de gens. Et en fait, Thomas More donc, a écrit la deuxième partie donc, de l'Utopie a été écrite par Thomas More. La première partie en fait a été complétée par Erasme. Parce qu'en fait, Thomas More a écrit... Normalement, l'éloge de la folie et l'Utopie de More, c'était un diptyque. L'éloge de la folie, c'est une réforme donc, des institutions de l'Église. Bien que son nom, ça peut étonner par rapport au titre. Et l'Utopie, c'est une réforme littéralement de l'économie et de la société civile. Mais Thomas More étant propulsé dans ses responsabilités des grands chanceliers d'Angleterre, il n'a pas le temps de finir. Erasme dit j'en ai marre, envoie-moi ton manuscrit, c'est pas grave, je vais le compléter. Et toute la première partie en fait de l'Utopie. Alors tout ça c'est publié ici, hein. L'éloge de la folie, c'est publié. L'éloge de la folie est publié d'abord à Paris. Mais l'Utopie est publiée à Louvain. Le manuel sur les chrétiens est publié à Anvers, je crois. Disons, c'est vraiment ici que ça s'est fait. Et donc, à la demande de Jean le Sauvage, il écrit donc l'éducation du prince chrétien, que Charles Quint n'a jamais lu. Si lire, il pouvait. Et donc, pendant un moment, donc, Erasme est à Paris pour se former. Et pour avoir de l'argent, en fait, il écrit donc les colloques, puisqu'il va complètement repenser le latin. Le latin était vraiment une langue, c'était un grognement digne des cochons. C'était le bas latin du fin de l'Empire romain. Et donc Erasme va, en partie à partir des plus belles pages de Cicéron, sans imiter Cicéron à la lettre, il va s'inspirer d'un latin beaucoup plus élevé pour... Donc il écrit des petits dialogues qu'on appelle les colloques, qui permettent en fait aux enfants d'apprendre le latin et en même temps qui sont très drôles et qui ont un contenu très très marrant. Et il va promouvoir donc les lettres, la peinture, la musique. Alors, et ici donc sur ce bâtiment que vous voyez là, c'est la cour de Jérôme de Busleyden, donc également c'est un ami d'Erasme à Malines. Et Busleyden, ça va être celui qui va financer ce que propose Erasme pour arrêter tous les malentendus, c'est de créer ce qu'il appelait un collège trilingue, où il dit on va prendre les meilleurs spécialistes du grec, les meilleurs spécialistes du latin, les meilleurs spécialistes de l'hébreu, ce qui était vu comme une langue diabolique à l'époque, et on va les mettre ensemble, travailler tous les textes de l'Évangile, comparer les traductions, finalement avoir les meilleures traductions sur lesquelles tout le monde peut être d'accord. Et ce collège trilingue a existé donc pendant 3 ans à Louvain, ça marchait très bien, mais les théologiens de Louvain étaient furibards, et c'est là où Erasme a quitté Louvain. Et encore récemment, moi j'ai un ami qui habite à Louvain, qui dit que récemment donc l'université de Louvain avait l'occasion en fait de racheter les bâtiments qui sont construits qui datent de cette époque-là. Et l'université de Louvain aujourd'hui, ils ont refusé d'acheter ces bâtiments-là. Du collège de Trilingue, parce qu'il dit Erasme, on l'a foutu dehors ici et il n'est pas question qu'il revienne. Donc c'est encore une plaie ouverte dans ce pays. Bien que, il faut savoir que le 4 novembre 2000, le pape Jean-Paul II donc, a canonisé Thomas More, qui a été donc nommé saint, qui est devenu un saint, c'est Saint Thomas More, et qui est le patron des hommes politiques. Alors si vous allez sur le site du Vatican, il y a 3 lignes. Donc là aussi, il y a un certain retard administratif. Bon. Mais là, je vais arrêter de parler parce que je vais avoir des ennuis. En plus, on est filmé. Alors, attends, je vais voir ce que j'ai mis après. Ouais.
Alors, maintenant essayons d'approfondir. Alors j'ai pris, pas tout à fait au hasard, mais forcément, j'ai pris quelques idées très puissantes que Erasme... Parce qu'évidemment, les gens vont dire, oui, mais qu'est-ce qu'il a inventé Erasme? C'est quoi sa doctrine? Quelle est la loi d'Erasme? Quelle est la formule mathématique qui exprime le mieux sa pensée? Donc, tout ça n'existe pas. C'est un inspirateur. C'est quelqu'un d'un amour illimité pour ce qui est le meilleur dans les individus, et donc un amour exigeant. Donc il fait du rentre-dedans, il va vous emmerder jusqu'au moment où vous devenez meilleur. Il ne va pas vous lâcher. Salaud. Alors, premièrement, je dis créativité et immortalité. Donc là, vous avez vu, j'ai mis, ça c'est une statue qui est de Chartres. Vous voyez la petite statue là-haut? Quand vous voyez à Chartres le portail nord, vous avez en fait la Genèse. Et dans la Genèse, j'ai relu la Genèse pour essayer de comprendre, donc au début, il y a l'ombre et la lumière, il y a les eaux et la terre, après il y a la faune et la flore, il y a les océans et les ciels, etc. Et donc vous avez ces statuaires qui montent, et tout en haut, il y a deux petites statuettes. Ça c'est le dernier, il y en a un avant, et un avant s'appelle Dieu créant l'homme dans sa pensée. C'est très joli, vous voyez un Christ comme ça, et vous voyez à côté un petit bonhomme qui est quasiment égal au Christ, mais il a l'air complètement excité, qui est là. Ouh là là, il est déjà en train de penser comment Jésus va avoir l'air. Donc ça, c'est la dernière statue où, au lieu d'avoir le truc de Michel-Ange avec voilà, tiens là, je crée l'homme là, à partir de mes bouts de doigts, là vous avez littéralement un Dieu. Et bon, si je parle de Dieu, je parle au sens philosophique et non. Après, c'est parfois très difficile à communiquer avec des gens qui ont les allergies à la spiritualité. Donc, mais dans la Genèse, en fait, la phase, le 6e jour, pas le 7e parce qu'on se repose, le 6e jour, Dieu crée l'homme à son propre image. Et c'est évidemment c'est quelque chose de très très spécifique dans toute l'éthique judéo-chrétienne, ce qu'on appelle les valeurs du monde occidental judéo-chrétien. C'est que ce n'est pas un Dieu extérieur dictatorial, mais que c'est un principe que Nicolas de Cuse va appeler ça le capax Dei, c'est-à-dire que on part de l'idée que si l'homme est capable de comprendre qu'il y a un Dieu, ça veut dire que forcément il y a quelque chose dans chaque être humain qui doit être plus ou moins de la même substance, ou un reflet de la même substance. Puisque si le Dieu était parfait et l'homme était totalement imparfait, on pourrait même pas savoir que Dieu existe. Puisque comment quelque chose d'imparfait peut comprendre que quelque chose de parfait existe. Donc là vous avez donc cette idée donc l'homme, disons, l'homme créé donc à l'image du Créateur et donc doué des capacités de créativité et de création. Premier principe. Alors, immortalité. Alors Erasme, quand vous le voyez là, donc sur son portrait, il est ici devant une colonne et en haut vous avez le dieu Terminus. Comment? Terminus, tout le monde est ça. Oui. Alors, c'est ça qu'il a créé le monde. Alors, la devise d'Erasme, c'était Nulli concedo. Je ne recule devant personne. Alors, c'est pas la même chose que dire je ne recule devant rien. C'est-à-dire qu'en fait, ça part de l'idée de la mort, que la mort ne recule devant personne. C'est-à-dire que tout le monde, un jour, va mourir. Et donc là se pose la question de la mortalité et de l'immortalité. C'est-à-dire que le début, et aussi dans Platon, dans un des dialogues de Platon, Socrate dit que philosopher, c'est apprendre à mourir. D'accord ? Qui était une idée un peu troublante, puisque
la mort, a priori, c'est pas quelque chose qu'on a envie d'apprendre, mourir. Mais en fait, c'est justement cette réflexion sur, ok, nous avons cette certitude. Il y a une certitude que nous avons, c'est que nous allons tous mourir, un jour ou l'autre. Donc par rapport à ça, c'est quelque chose qui va complètement définir notre... qui va façonner. Si on part de cette sagesse-là, peut-être... et moi, je vois très bien, quand je vais dans la rue parler à des gens, je vois tout de suite, ça c'est une personne qui pense qu'il est mortel. Parce qu'il a beaucoup de temps à perdre. Quand vous commencez à y réfléchir, comment... Aussi Mozart avait cette idée de dire vous travaillez pour l'éternité, mais en même temps, vos actions, aujourd'hui, vous allez faire comme si demain, vous êtes mort. Aujourd'hui, vous agissez avec l'idée que demain, vous ne serez peut-être plus là. Tout en travaillant pour l'éternité. Donc c'est cette ambiguïté c'est cette sagesse humaine que, disons, Erasme va... Il y a tout un courant dans la Renaissance qui va utiliser ce qui s'appelle les vanités. Donc vous trouvez des crânes qui sont des symboles. Souvent vous aurez un crâne avec un sablier, par exemple. Parce que le sablier, bon, c'est le temps qui passe. Quand le temps passe, ben, on vit. Donc c'est cette réflexion sur la mort, non pas du point de vue existentialiste, de l'existentialiste français. On va tous mourir, donc vite on va faire un peu le cochon, vite en profiter un peu avant que c'est terminé, mais de susciter en fait la moralité des gens, de ramener les gens à réfléchir sur ce qu'ils ont de meilleur et de ce qu'ils devraient faire avec leur vie. La vie est un talent. La question c'est pas comment l'encaisser, la question c'est comment est-ce que vous allez le dépenser, le talent correctement. Cette même idée a inspiré ce tableau que quasiment personne ne comprend, que Bruegel appelait le triomphe de la mort. Parce que les gens disent Bruegel, c'est des danses macabres, machin, etc. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Ici, vous regardez là en bas, vous avez... Attends. On voit la flèche là? Vous voyez la flèche? Oui. Le curseur. Ici, vous avez le roi. Vous avez un roi attrapé par la mort. Vous avez un riche. Vous avez des tonneaux pleins d'argent. Donc la mort, c'est démocratique. Tout le monde va mourir. Personne. Donc c'est égal pour tout le monde. C'est l'égalité la plus parfaite. Donc vous avez ici, vous avez les pauvres paysans qui se font attraper par la mort et vous avez les rois. Donc Bruegel montre que devant la mort, cette égalité s'oppose. Vous avez des gens qui se cachent, qui marchent sous... Vous avez la mort là qui avance... Pour échapper à la mort, ils se mettent dessous. Ici, vous avez des gens qui sont en train de jouer aux cartes, en train de s'amuser, finalement ils sont surpris. Quand la mort arrive, en fait, ils disent « Ah merde, je les ai pas vus venir, etc. » Donc ils sont surpris par leur mort, parce qu'ils n'avaient jamais pensé. Ici, vous avez les amoureux qui sont dans leur coin, en train de faire la lutte, etc., en train de rêver. Et ils ne voient pas, cette Et c'est ça le triomphe. Allez. Le triomphe de la mort, c'est la même chose qu'Erasme qui dit nulli concedo. C'est-à-dire que, disons, pour l'instant, la mort a toujours triomphé, la mort du corps physique. Ça ne veut pas dire que l'immortalité n'est pas accessible. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est la mort triomphe complètement lorsque. Allez, on a des. Non, mais là, ils s'amusent, c'est-à-dire, ils sont devant des gens qui sont complètement infantilisés, qui pensent qu'ils sont immortels. Ouais. Oui, ils vont leur montrer la mort pour dire oh là là, et ils vont dire ah oui, mais c'est moi je me reconnais. Oui, moi aussi, je pensais que j'allais pas mourir comme lui, et finalement il se fait attraper, etc. Donc, parce que quelqu'un qui fait un philosophe qui cherche l'immortalité, même le jour où il meurt, la mort n'aura pas triomphé dans ce sens-là aussi. Non. La mort triomphera toujours de tout. Parce que nous devons tous mourir. Nous devons tous mourir. Donc là, de ce point de vue, la partie mortelle de notre être est soumise à la fatalité de la mort. Donc la mort triomphera de notre partie mortelle. Oui, oui. Après, justement, tout l'argument des frères de la vie commune et d'Erasme, c'est-à-dire que l'homme n'est pas que sa partie mortelle, qu'une partie immortelle, son âme,
Alors c'est pas une incarnation